Je suis assise à mon bureau, dans les locaux du bureau du contrôleur de la monnaie, entouré de piles de dossiers de conformité financière. Mon box est bien rangé et sans particularité, tout comme l'image que ma famille a de moi, Anna Reynolds, 32 ans, la discrète, avec le petit poste sur au gouvernement. Rien à signaler. Mon téléphone personnel vibre contre le bureau. Une notification de mail apparaît sur l'écran, l'objet provenant de mon service de surveillance de crédit, une nouvelle demande de renseignement a été signalée. Je tapote la notification et parcours l'alerte. Une nouvelle demande a été signalée par la First Atlantic Trust. Le nom de la banque ne me dit rien. Je ne panique pas. Au lieu de cela, une immobilité froide et soudaine s'installe en moi. Ma formation d'enquêtrice principale à l'OCC s'active automatiquement. Ma vision se rétrécit, se concentrant avec une précision qui vient d'années de jury-comptabilité financière. Ce n'est pas la confusion qui trouble mes pensées. C'est la reconnaissance. Quelqu'un a fait le premier pas dans un jeu que je ne connais que trop bien. Le brunch de Pâques me revient en mémoire. Il y a tout juste 2 semaines, ma famille était réunie chez mes parents, à Arlington. Le souvenir est net, précis. Caroline, ma sœur de 35 ans, est arrivée en retard, comme d'habitude. Elle portait un sac à main que je savais coûter plus cher que mon prêt immobilier mensuel, la marque de luxe bien en évidence. Elle parlait fort de ses entreprises de capital investissement et régalait tout le monde d'histoires sur son week-end à Nantucket. Le portefeuille Hamilton a doublé ce trimestre, annonça-t-elle à mes parents, qui la regardaient avec une admiration non dissimulée. Nous restructurons toute la division technologique. Mon père, Richard, rayonnait. Ma mère, Hélène, serra la main de Caroline avec fierté. Puis les yeux de Caroline m'ont trouvé, comme toujours, lorsqu'elle avait besoin de quelqu'un à rabaisser. Toujours en train de traiter des formulaires pour le trésor, Annie? Sa voix était mielleuse à souhait. Tu devrais vraiment profiter un peu de la vie. J'avais souri et n'avais rien dit, le rôle que j'avais perfectionné depuis l'enfance. Plus tard, depuis la fenêtre de la cuisine, je l'ai regardé monter dans son nouveau Range Rover, une bête de métal rutilant à 68 000 €, et s'éloigner à toute vitesse. Ses dépenses, ces derniers temps, avaient été astronomiques, bien au-delà de ce que son salaire dans une entreprise technologique pouvait couvrir. Maintenant, en regardant cette alerte de crédit, les pièces du puzzle s'assemblent. Je glisse mon téléphone dans ma poche et me dirige, d'un pas mesuré, vers l'une des salles de réunion insonorisées. Une fois à l'intérieur, je ferme la porte et compose le numéro de Caroline. Elle répond à la 4e sonnerie. Annie? C'est une surprise. Je suis sur le point d'entrer en réunion. Caroline? Une petite question. Ma voix est douce, gentille, la voix de la petite Annie, la fille sans histoire. J'ai reçu une alerte de crédit bizarre. Aurais-tu utilisé mes informations par erreur? Son rire est vif, dédaigneux. Tu es paranoïaque, Annie. Mon Dieu, ton travail te rend méfiante envers tout le monde. Ça doit être ennuyeux. Mon rythme cardiaque reste parfaitement stable. Donc, c'est non? Bien sûr que non. Sa voix se fait plus sèche. Je dois y aller, grosse réunion. La ligne se coupe. Je baisse lentement le téléphone, fixant l'écran vide. Le masque de la douce Annie se dissout de mon visage. À sa place s'installe l'expression impassible de l'enquêtrice Reynolds, celle que mes collègues de l'OCC connaissent, celle que ma famille n'a jamais vue. Je sais, avec une certitude absolue, que Caroline a menti. Une personne normale pourrait ressentir de la trahison, du choc, ou de la rage. Je ne ressens rien de tout cela. Il n'y a qu'une clarté froide et analytique. Ma sœur a commis une erreur critique. Elle a choisi une cible spécialisée dans les crimes financiers. Je retourne à mon box, me connectant à mon terminal gouvernemental sécurisé. D'un geste rapide, j'accède à des systèmes dont peu de gens en dehors du Trésor connaissent l'existence. J'ouvre un nouveau modèle de dossier d'enquête interne et je fais une pause, les doigts planant au-dessus du clavier. Il ne s'agit pas seulement d'une demande de crédit. Il s'agit de franchir une ligne qui ne peut être effacée. Une fois que j'aurai tapé mon nom dans ce champ, il n'y aura pas de retour en arrière. Je tape Reynolds, Anna dans la ligne d'objet. Puis, calmement et professionnellement, je commence à documenter les premières preuves, de manière non officielle, l'alerte de crédit, la chronologie, la banque, l'appel à Caroline, et sa réponse, mot pour mot. Je note le brunch de Pâques, le Range Rover,
les récents schémas de dépenses qui dépassent ses revenus. Pendant que je travaille, la lumière du jour décline à l'extérieur de ma fenêtre. Mes collègues rangent leurs affaires et partent. Le bureau devient silencieux, mais je reste, méthodique et concentré. Ce n'est pas personnel. Plus maintenant. C'est maintenant l'affaire numéro OCC-FR 23791. Ma famille m'a toujours sous-estimé. Ils ont pris mon silence pour de la faiblesse, mon emploi au gouvernement pour un manque d'ambition. Ils n'ont jamais compris qu'être sous-estimé est une forme d'armure. Caroline apprendra cette leçon à ses dépens. Je sauvegarde le fichier et ferme le système. Demain, je commencerai la véritable enquête. Pour l'instant, je rassemble mes affaires et je me dirige vers ma vieille Subaru dans le parking. Alors que je rentre chez moi, dans mon modeste appartement d'Alexandria, je me sens étrangement calme. La discrète, avec son petit poste sur au gouvernement, vient de déclarer la guerre. Et ma sœur ne le sait même pas encore. Le lendemain, au travail, j'ai accédé à mon dossier de crédit complet en utilisant mes habilitations de sécurité à l'OCC. Le bourdonnement silencieux du bureau s'estompe alors que je fixe mon écran. C'est pire qu'une simple demande de renseignement. Là, avec une clarté numérique saisissante, se trouve une nouvelle ligne de crédit, un prêt personnel de 90 000 € de la First Atlantic Trust, approuvé il y a 3 jours. Mon rythme cardiaque s'accélère une fraction de seconde, avant que ma formation ne prenne le dessus, stabilisant mon pouls. Impossible, je murmure, mes doigts se déplaçant déjà sur le clavier. Je récupère la demande numérique en quelques frappes. Toutes les informations sont les miennes, mon nom, mon score de crédit impeccable, construit au fil d'années de gestion financière prudente, mon numéro de sécurité sociale. Mais la signature. Je zoome, étudiant la tentative de reproduire mon nom en lettres attachées. C'est un faux, et même pas un bon. Caroline n'a même pas essayé de le rendre convaincant. Les boucles sont exagérées, l'inclinaison complètement fausse. C'est comme si elle considérait la tâche indigne de sa pleine attention. Le revenu déclaré attire ensuite mon regard, gonflé de 6 chiffres au-delà de mon salaire réel au gouvernement. Je prends une capture d'écran, l'enregistrant dans un dossier sécurisé. Je me penche en arrière sur ma chaise, les mains croisées sur mes genoux, les néons bourdonnant au-dessus de ma tête. Le bureau poursuit son rythme quotidien autour de moi, téléphone qui sonne, clavier qui cliquette, faible murmure de conversation tandis que mon monde vient de basculer. Caroline a toujours été la star, l'enfant prodige. Des récitals de piano de son enfance à son titre de major de promotion au lycée, jusqu'à son poste soi-disant prestigieux dans la technologie, elle a été celle que nos parents, Richard et Hélène, exhibaient fièrement lors des réunions de famille. J'ai été la seconde, la discrète avec le petit poste sur au gouvernement, comme ils l'appellent avec dédain. Ils ont créé ça. Leur favoritisme de toujours a construit le sentiment de toute-puissance de Caroline, couche par couche, année après année. Leurs louanges constantes ont nourri son orgueil, jusqu'à ce qu'elle croie pouvoir prendre tout ce qu'elle voulait, même mon identité. La lumière du moniteur jette une lueur bleue sur mon visage, alors que les implications s'imposent à moi. Ce n'est pas seulement une dette, c'est une fraude. Ce prêt de 90 000 €, directement lié à mon nom, pourrait compromettre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Mon habilitation de sécurité fédérale, la fondation sur laquelle repose toute ma carrière, exige des dossiers financiers impeccables. Le moindre soupçon d'irrégularité financière, et je perdrai non seulement mon travail, mais aussi la vie que j'ai soigneusement construite, loin de l'ombre de ma famille. Caroline n'a pas seulement volé de l'argent. Elle a mis en danger toute ma vie, celle que j'ai bâtie en secret, celle qui compte vraiment. Mon premier réflexe est d'appeler la banque, de contester l'opération, et de mettre fin à tout ça immédiatement. Ma main se tend vers mon téléphone, mais se fige en plein vol. Non, c'est exactement ce à quoi elle s'attend. Si je conteste les frais maintenant, Caroline sera alertée. Elle détruira les preuves. Elle inventera une histoire pour nos parents, sur ma confusion, sur ma mauvaise compréhension de la situation. Je serai une fois de plus dépeinte comme la petite sœur hystérique, pendant qu'elle couvrira ses traces. Ce n'est plus une affaire de famille. C'est une scène de crime. Je lance mon navigateur sécurisé et commence à constituer mon dossier d'enquête, comme si Caroline était n'importe quel autre criminel en col blanc sur lequel j'enquête quotidiennement. Ma formation prend le dessus, guidant mes actions avec précision et calme. D'abord, je capture méticuleusement tout en écran, la demande, la fausse signature, le rapport de crédit, les détails du prêt.
Chaque image est datée, horodatée, et sauvegardée sur un serveur sécurisé. Ensuite, je recoupe la date de déblocage du prêt avec les comptes de médias sociaux de Caroline. Son Instagram est un catalogue de consommation ostentatoire. Une publication d'il y a 2 jours attire mon attention, un selfie dans un vaste salon, avec des baies vitrées donnant sur la ville. La légende dit « Je viens de récupérer les clés ». L'horodatage correspond exactement au jour suivant la disponibilité des fonds du prêt. J'accède ensuite au registre de propriété publique. Le nouvel appartement en Pentouze à son nom a été acheté il y a 3 jours. L'acompte, 85 000 €. Les 5 000 € restants couvriraient facilement les frais de déménagement et ce sac de créateur qu'elle arborait à Pâques. Je me penche en arrière sur ma chaise. Les pièces sont maintenant parfaitement assemblées dans mon esprit. J'ai le mobile, son style de vie insoutenable. J'ai les moyens, mon identité volée. J'ai la piste numérique qui relie tout. Le piège est tendu. Il ne me manque plus que l'aveu. Je ferme les dossiers et j'éteins mon ordinateur, me déplaçant avec la même efficacité silencieuse que toujours. Pour quiconque m'observerait, je suis juste Anna Reynolds, terminant sa journée de travail. Rien d'inhabituel. Rien à signaler. En marchant vers ma voiture dans le parking qui s'assombrit, je me sens étrangement calme. Caroline n'a jamais compris le pouvoir de la patience, de la planification méthodique. Elle a toujours été axée sur la gratification instantanée, les décisions impulsives et les résultats rapides. Je tourne la clé dans le contact de ma vieille Subaru. Je joue un jeu plus long maintenant. La discrète, avec son petit poste sur au gouvernement, est à la chasse, et ma sœur n'a aucune idée quelle est la proie. 3 mois ont passé. Je ne fais aucun mouvement. Les paiements du prêt de 90 000 € apparaissent sur mes alertes de surveillance, chacun étant effectué de justesse à la date d'échéance minimale. Caroline est assez prudente pour éviter le défaut de paiement, trop maligne pour déclencher des conséquences immédiates, trop arrogante pour penser qu'il y en aura un jour de sérieuses. J'ai observé. J'ai attendu. J'ai documenté. Mon téléphone de bureau sonne un mardi après-midi. Je reconnais instantanément le numéro de ma mère. Anna, ma chérie. La voix d'Hélène a cette chaleur familière, réservée aux annonces, pas aux conversations. Nous organisons un dîner de famille chez nous à Arlington, ce vendredi. Caroline a une nouvelle excitante. Je note le ton, insistant, dans l'attente. Ce n'est pas une demande. C'est une convocation. Quel genre de nouvelle, je demande, en gardant ma voix neutre. Elle veut le dire à tout le monde elle-même. Tu sais comment elle est. Une pause. Tu seras là, bien sûr. Pas une question. Bien sûr, je réponds. Après avoir raccroché, je reste assise, immobile, à mon bureau, fixant les rapports de conformité qui attendent mon examen. 3 mois de silence, et maintenant ça. Le timing n'est pas une coïncidence. Caroline n'a jamais pu résister à un public pour ses triomphes, réels ou volés. Je sais que c'est le moment. L'arrogance. Le besoin de se vanter. Vendredi soir, je gare ma vieille Subaru un peu plus loin de la maison de mes parents à Arlington, la même modeste maison coloniale où nous avons grandi. À travers la baie vitrée, je peux voir le Range Rover de Caroline dominer l'allée, brillant sous les lumières du Porsche. À côté, la berline sage de mon père, éclipsée par la comparaison. Je vérifie mon téléphone avant de sortir de la voiture. L'application d'enregistrement est mise à jour, testée, prête. La Virginie est un état où le consentement d'une seule partie est requis. Je glisse l'appareil dans ma poche et me dirige vers la porte d'entrée. Annie. Ma mère ouvre la porte avant que je ne puisse frapper, comme si elle m'attendait. Son étreinte sent le vin blanc et ce parfum cher que mon père lui offre à chaque Noël. Tout le monde est déjà là. La salle à manger est arrangée avec une précision qui témoigne d'heures de préparation, la belle porcelaine, les verres en cristal, les serviettes en lin pliées en triangle parfait. Mon père se tient près de la cheminée, sirotant un scotch. Caroline tient salon près de la baie vitrée, gesticulant avec un verre de vin déjà à moitié vide. Regardez qui est enfin arrivé, dit Caroline, le sourire crispé. Le gouvernement doit être en retard aujourd'hui. Je souris, acceptant la pique sans réaction. Le trafic sur le pont. Le dîner se déroule au rythme prévisible de nos réunions de famille. Mon père discute des scores de golf. Ma mère s'enquiert du récent voyage d'affaires de Caroline à Chicago.
Je réponds aux questions sur mon petit appartement, et sur le fait de savoir si j'ai envisagé quelque chose avec plus de potentiel que le trésor. Le scénario habituel. Mais Caroline est différente ce soir. Elle vibre pratiquement d'une énergie contenue. Ses yeux se posent sur moi de temps en temps, mesurant, calculant. Elle remplit son verre de vin 2 fois avant que le plat principal ne soit desservi. Alors que ma mère sert le dessert, une chose compliquée au chocolat que Caroline adore, je pose nonchalamment mon téléphone sur la table, à côté de mon verre d'eau. Écran vers le bas, discret. La lumière rouge de l'enregistrement est invisible sur la nappe sombre. Caroline lève son verre de vin, le tapotant légèrement avec sa fourchette. Le cristal teinte, faisant taire les bavardages de mes parents. J'ai quelque chose à vous annoncer, déclare-t-elle, les joues rougies par le vin et l'anticipation. Ses yeux se fixent directement sur les miens, un sourire s'étalant sur son visage qui n'atteint pas ses yeux. Une drôle d'histoire, continue-t-elle, assez fort pour capter l'attention de toute la pièce. J'ai utilisé ton crédit pour obtenir un prêt personnel de 90 000 €. La salle à manger tombe dans le silence. Mon père se fige, la fourchette suspendue à mi-chemin de sa bouche. Le sourire de ma mère reste figé, incertain. Il me regarde, attendant le schéma familier. Annie encaisse le choc. Annie s'accommode. Annie cède. Caroline se penche en avant, encouragée par le silence. Mon score n'était pas génial. Mais le tien? Impeccable. Tu devrais me remercier, je construis ton historique de crédit. Le moment s'étire entre nous. Je me sens étrangement calme, mon pouls régulier et égal. Je regarde Caroline sans ciller, sans broncher. Pourquoi ferais-tu ça, Caroline, je demande, ma voix basse mais claire. C'est de la fraude bancaire. Caroline rit, un son cassant dans la salle à manger silencieuse. Oh, arrête d'être si dramatique, Annie. C'est juste la famille. Utiliser frauduleusement l'identité de quelqu'un pour obtenir un prêt est un crime fédéral, je continue de la même voix calme. C'est passible de 30 ans de prison et d'1 million de dollars d'amende. Le sourire de Caroline vacille une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. Mon Dieu, tu es ennuyeuse. Ce ne sont que des papiers. Qui le saura? Qui s'en souciera? Le bureau du contrôleur de la monnaie pourrait s'en soucier. Le FBI pourrait s'en soucier. Je prends une petite gorgée d'eau. As-tu utilisé l'argent pour la compte du Penthouse? Un éclair d'incertitude traverse son visage. Comment as-tu? Simple curiosité, dis-je. Parce que cela en ferait aussi une fraude électronique. Ils ont tendance à cumuler les peines. Mon père s'éclaircit la gorge, abaissant enfin sa fourchette sur son assiette avec un cliquetis sec. Allons, Anna. Je suis sûr que Caroline ne voulait pas faire de mal. Elle est juste. Ambitieuse. Elle l'a toujours été. Richard, prévient doucement ma mère. Le visage de Caroline se durcit. Ne t'inquiète pas, papa. Annie ne fera rien. Elle ne fait jamais rien. Elle se tourne de nouveau vers moi. Tu ne voudrais pas expliquer à tes petits amis du gouvernement pourquoi ta sœur a eu besoin d'emprunter ton crédit impeccable, n'est-ce pas? Toutes ces questions embarrassantes sur la loyauté familiale? Chaque mot est enregistré. Chaque horodatage noté. L'aveu est net, arrogant et indéniable. Je regarde ma montre. Je devrais y aller. J'ai une réunion tôt demain. Tu pars? La voix de ma mère s'élève légèrement. Nous n'avons même pas pris le café. Désolé. Je me lève, ramassant mon téléphone. Le travail. Caroline lève son verre dans un salut-moqueur. Les rouages du gouvernement ne s'arrêtent jamais, n'est-ce pas, Annie? Je hoche poliment la tête à mes parents, j'ignore la pique de Caroline, et je sors par la porte d'entrée. L'air de la nuit est pur après l'atmosphère chargée de la salle à manger. Je monte dans ma Subaru et je ne conduis pas vers mon appartement d'Alexandria, mais directement au bureau de l'OCC. Le bâtiment est presque vide à cette heure, juste le gardien de nuit qui me connaît assez bien pour ne pas remettre en question ma présence. Les néons de mon bureau s'allument avec un faible bourdonnement. Je me connecte à mon ordinateur gouvernemental sécurisé avec mes identifiants, ouvrant le dossier que je constitue depuis 3 mois. Je remplis l'avis officiel de conflit d'intérêts avec une précision méthodique. Je joins le fichier audio du dîner de ce soir. J'ajoute les documents de prêt falsifiés, le rapport de crédit que j'ai suivi,
et les registres d'achat du Penthouse que j'ai obtenus via les archives publiques. Je revois tout une dernière fois, vérifiant chaque pièce jointe, chaque déclaration. Puis je transfère toute la chaîne de preuves à la force opérationnelle conjointe de mon agence. J'appuie sur soumettre et je regarde l'affaire disparaître de ma file d'attente, escaladant à un niveau que je ne peux plus toucher. La contre-attaque a commencé. Le lundi matin, je suis arrivé au bureau de l'OCC plus tôt que d'habitude. L'enveloppe Kraft scellée contenant les preuves repose sur mon siège passager comme une bombe silencieuse. Je m'enregistre à la sécurité, mon badge scintillant sous les néons crus, tandis que je me déplace dans le bâtiment avec une invisibilité quasi parfaite. Mon téléphone de bureau sonne à précisément 8h32. L'assistante de Martha Green, sa voix nette et professionnelle. La directrice adjointe Green aimerait vous voir immédiatement, Madame Reynolds. Le chemin jusqu'au bureau de Green semble plus long aujourd'hui. 3 portes plus loin, 2 points de contrôle de sécurité, une dernière inspiration avant de frapper. Entrez, appelle Green de l'intérieur. Martha Green est assise derrière son bureau en acajou, le dos droit comme un i. À 58 ans, elle impose le respect sans élever la voix au-dessus d'un ton conversationnel. Ses cheveux grisonnants sont tirés en un chignon sévère, et des lunettes de lecture sont perchées sur son nez. Le classeur de preuves physiques, mes preuves, est ouvert devant elle. Reynolds, dit-elle en désignant la chaise en face d'elle. Asseyez-vous. Je le fais, gardant mes mains croisées sur mes genoux pour éviter tout mouvement nerveux inconscient. Mon pouls reste régulier. Green enlève ses lunettes, les posant soigneusement à côté du classeur. J'ai examiné votre soumission. Ses yeux, vifs comme ceux d'un faucon, m'évaluent. Travail approfondi, chaîne de possession claire, preuves irréfutables. Je hoche la tête une fois, mon visage un masque professionnel. Bon travail, Reynolds. C'est propre. Vous êtes dessaisi de cette enquête avec effet immédiat. Les mots flottent dans l'air entre nous. Pas une question. Pas une suggestion. Un fait, énoncé avec la finalité qui vient de 27 ans au trésor. Green referme le classeur avec un bruit sourd. Le FBI et le bureau du procureur des États-Unis ont pris possession du dossier. Protocole standard pour les affaires impliquant la famille. Elle se penche légèrement en avant. Son expression change presque imperceptiblement, la chose la plus proche de la douceur que j'ai jamais vue de sa part. Et, Anna? Vous avez géré ça dans les règles. Je suis désolé que ce soit votre famille. Quelque chose dans son ton, pas de la pitié, mais de la reconnaissance. Pendant un instant, je me demande si Martha Green s'est trouvée là où je me trouve maintenant, si elle aussi a un jour choisi le devoir plutôt que le sang. Merci, madame, dis-je, ma voix stable. Rien de plus n'a besoin d'être dit. La machine fédérale que j'ai servie pendant des années va maintenant me servir. L'affaire n'est plus entre mes mains, comme il se doit. Le dessaisissement protège l'intégrité de l'enquête. Et me protège. Je retourne à mon box et j'ouvre mes emails. 37 nouveaux messages pendant la nuit, chacun exigeant des examens de conformité, de la documentation, des vérifications, des dépôts réglementaires. Je commence à les traiter méthodiquement, mes doigts se déplaçant sur le clavier avec une efficacité bien rodée. L'heure du déjeuner passe. Je mange un sandwich à mon bureau. J'examine un rapport d'activité suspecte d'une banque régionale du Minnesota. J'analyse les schémas de transaction d'une coopérative de crédit de Virginie-Occidentale. Je réponds aux appels des examinateurs de terrain en Floride et en Oregon. Je rentre chez moi dans ma vieille Subaru, le moteur fiable ronronnant alors que je m'engage dans les rues d'Alexandria. Je suis, une fois de plus, invisible. Juste la discrète, avec son poste sur au gouvernement. Mon téléphone sonne à 19h43. Mes parents. J'hésite à laisser la messagerie vocale, mais l'habitude l'emporte. Je réponds. Anna. La voix de ma mère, cassante de gaieté forcée. Tu semblais contrariée au dîner de vendredi soir, ma chérie. Je voulais prendre de tes nouvelles. Je reste silencieuse, attendant. Tu sais comment est Caroline, continue-t-elle, comblant le silence. Elle est juste. Ambitieuse. Elle l'a toujours été. Elle ne pensait pas à mal. La voix de mon père intervient, clairement sur haut-parleur. Ta sœur fait des choses importantes, Annie. Ce genre d'entreprise nécessite de la flexibilité. De la flexibilité.
Le mot qu'ils utilisent quand ils veulent dire tordre les règles, enfreindre les lois. Je dois y aller, dis-je, ma voix plate. J'ai une réunion. Je raccroche avant qu'ils ne puissent répondre. Il n'y a pas de réunion. Juste le silence propre de mon appartement, et la connaissance que la justice avance à son propre rythme. Une semaine passe. La machine fédérale avance, invisible pour ceux qui ignorent ses mécanismes, mais inexorable. Je poursuis ma routine quotidienne. La séparation entre l'enquêtrice Reynolds et Anna, la sœur, reste absolue. Jusqu'au jeudi matin, où mon téléphone vibre avec un texto entrant. Caroline. Le FBI vient de m'appeler. Qu'est-ce que tu as fait? Appelle-moi maintenant. Je fixe l'écran, ne ressentant rien. Pas de satisfaction. Pas de justification. Juste la certitude calme que les systèmes fonctionnent comme prévu. Je prends une capture d'écran du texto et je la transmets au bureau du procureur des États-Unis, comme l'exige le protocole de dessaisissement. 3 minutes plus tard, un autre texto arrive. Tu vas ruiner cette famille. Maman et papa sont dévastés. Tu es une garce vengeresse. Je capture également celui-ci, l'envoie à la même adresse email, puis je bloque son numéro. Collecte de preuves terminée. La panique de Caroline n'est qu'un autre point de données dans l'enquête. Le lendemain matin, je suis assise dans la salle de conférence B avec 4 collègues. Nous discutons des mesures d'intégrité bancaire pour les banques communautaires et les marchés ruraux, quand mon téléphone vibre silencieusement dans ma poche. Une alerte d'actualité. Je n'ai pas besoin de la vérifier. De l'autre côté de la ville, je sais que des agents fédéraux s'approchent de Caroline dans le parking de son nouveau Pentouse. Ils porteront des costumes sombres, des badges accrochés à leur ceinture. Ils s'identifieront professionnellement. Ils l'informeront des charges. Ils lui liront ses droits. Je ne suis pas là. Je n'ai pas besoin d'y être. La chaîne de preuves que j'ai construite, les rapports de crédit, les demandes falsifiées, les décaissements de prêts tracés directement jusqu'à la compte de son Pentouse, et le plus accablant de tous, sa propre voix sur cet enregistrement du dîner a déjà fait le travail. Anna. Mon collègue Tim me regarde, dans l'attente. Vos réflexions sur les seuils de conformité proposés. Je m'éclaircis la gorge. La structure actuelle crée une charge inutile pour les institutions de moins de 50 millions de dollars d'actifs. Je recommande une approche à plusieurs niveaux, basée sur l'évaluation des risques, plutôt que des exigences générales. La réunion continue. Le monde tourne. La justice avance. Et de l'autre côté de la ville, ma sœur apprend ce que j'ai toujours su, le vrai pouvoir ne se trouve pas dans les Range Rover ou les sacs de créateurs. Il se trouve dans la discipline, dans les systèmes, dans le fait de faire son travail impeccablement. Certains pourraient appeler ça de la vengeance. J'appelle simplement ça de la conformité. Le vendredi matin, des agents fédéraux fouillent le Pentouse de Caroline avec une précision méthodique. Des dossiers financiers sont étalés sur sa table de salle à manger, des sacs de shopping de luxe empilés dans les coins. Un enquêteur du Trésor parcourt son ordinateur portable, tandis qu'un autre catalogue le contenu d'un coffre-fort caché derrière une peinture abstraite. Martha Green se tient au centre de tout cela, supervisant l'opération. Quels sont les dégâts, demande-t-elle. L'agent principal lève les yeux d'une pile de documents de prêt. Il n'y avait pas que Anna. Nous avons trouvé cette identité volée distincte, toutes utilisées pour divers prêts. 7. Les sourcils de Martha se haussent. Des collègues, d'anciens amis, et... L'agent hésite. Point ses parents. Richard et Helen Reynolds. Martha absorbe cette information avec un léger hochement de tête. Montant total ? 410 000 € de dettes frauduleuses, réparties entre plusieurs institutions financières. Martha se dirige vers la fenêtre qui donne sur le quartier chic que Caroline s'était offert. Malin, dit-elle, non pas avec admiration, mais avec une évaluation professionnelle. Chaque prêt est juste en dessous de 50 000 €. Elle connaissait le seuil. L'agent acquiesce. Elle est restée en dessous des exigences de souscription avancées de chaque institution. Elle a fait des paiements minimaux, juste assez pour éviter de déclencher des alertes de défaut de paiement. Dehors, des agents chargent le Range Rover de Caroline sur un camion plateau. Le véhicule à 68 000 € brille sous le soleil d'automne, bientôt saisi comme tout le reste, les bijoux trouvés dans le coffre de sa chambre, les comptes d'investissement retracés jusqu'au fonds frauduleux. Chaque actif lié au produit du crime, observe Martha.
Elle a bâti toute sa vie sur des identités volées. Un agent s'approche avec une tablette. Directrice adjointe, nous avons trouvé des messages à un cousin sur le transfert de fonds à l'étranger. Tentative de suppression, mais récupérable. Martha acquiesce. Ajoutez l'obstruction aux charges. La sonnette retentit dans l'appartement d'Anna à Alexandria. Elle regarde par le Judas et voit ses parents dans le couloir, les visages marqués par la détresse. Elle prend une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Richard Reynolds s'avance le premier, le visage rouge. Ils ont arrêté ta sœur. Ils disent qu'elle a utilisé nos noms aussi. Anna, tu travailles pour le gouvernement. Tu dois arrêter ça. Dis-leur que c'est une erreur. Hélène s'agrippe au bras de son mari, le mascara coulant sous ses yeux. S'il te plaît, Anna. Ils disent des choses terribles. Fraude. Usurpation d'identité. Ils l'ont emmené menotter. Anna se tient dans l'encadrement de la porte, sans les inviter à entrer ni reculer. Je ne peux pas. Et ce n'était pas une erreur. L'expression de Richard se durcit. Comment ça, tu ne peux pas? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Tu ferais ça à ta propre sœur? À ta famille? Les mots flottent dans l'air entre eux, le poids familier de l'obligation et de la culpabilité. Anna ne ressent rien. C'est elle qui nous a fait ça. J'ai juste fait mon travail. Anna ferme la porte, le doux clic du loquet plus final que n'importe quel claquement de porte aurait pu l'être. 6 semaines plus tard, Anna est assise dans une salle d'audience fédérale, 3 rangs derrière la table de l'accusation. Le procureur des États-Unis se tient devant le jury, sa voix claire et confiante alors qu'elle présente l'affaire du gouvernement. L'accusée, Caroline Reynolds, a été inculpée de 15 chefs d'accusation de fraude bancaire fédérale, de fraude électronique et d'usurpation d'identité aggravée. Caroline est assise à la table de la défense, dans un tailleur pantalon bleu marine, les cheveux tirés en un chignon sévère, sans la brillance habituelle dont Anna se souvient des réunions de famille. Sans ses vêtements et son maquillage de luxe, elle paraît plus petite, diminuée. La juge, une femme sévère aux cheveux grisonnants, s'adresse à la cour. La cour a refusé la mise en liberté sous caution en raison de preuves de tentative d'obstruction à la justice. L'accusé a tenté de supprimer des dossiers financiers et a contacté des parents pour transférer des fonds à l'étranger après avoir pris connaissance de l'enquête. Anna observe les épaules de Caroline se crisper. Sa sœur ne l'a pas regardée une seule fois depuis le début du procès. Le procureur s'approche d'un chariot de preuves. Le gouvernement souhaite présenter la pièce à conviction 14, un enregistrement audio réalisé par la sœur de l'accusé, Anna Reynolds, lors d'un dîner de famille le 12 juillet. Un technicien prépare l'équipement audio. La salle d'audience tombe dans le silence, tandis que la voix de Caroline emplit l'espace, claire et moqueuse. J'ai utilisé ton crédit pour obtenir un prêt personnel de 90 000 euros. Tu devrais me remercier, je construis ton historique de crédit. Anna se souvient du moment avec une clarté parfaite. Les verres à vin sur la table. L'argenterie lourde. Le poids de son téléphone enregistrant chaque mot. Caroline avait été si confiante, si sûre dans sa conviction qu'Anna ne riposterait jamais. Le procureur continue méthodiquement à travers les preuves, les signatures falsifiées sur les documents de prêt, les relevés bancaires montrant les transferts vers les comptes de Caroline, les actifs saisis achetés avec des fonds volés. Le jury écoute avec un malaise croissant, à mesure que l'image complète de la trahison se dessine. 4 heures. C'est tout ce qu'il faut au jury pour revenir. La salle d'audience se remplit de nouveau pour le verdict. Sur les 15 chefs d'accusation, nous déclarons l'accusé coupable. Le visage de Caroline s'effondre pour la première fois, la réalité brisant sa façade soigneusement construite. Lors de l'audience de détermination de la peine, 2 semaines plus tard, le procureur se tient devant la juge. Votre honneur, le gouvernement demande à la Cour de prendre en compte plusieurs facteurs aggravants. L'accusé a exploité la confiance familiale, s'est engagé dans une dissimulation délibérée de ses actes, et n'a montré aucun remords tout au long de cette procédure. La juge examine le mémorandum de détermination de la peine, puis regarde directement Caroline. La Cour vous condamne à 9 ans de prison fédérale, suivi de 5 ans de liberté surveillée. Vous paierez une restitution complète de 410 000 euros aux victimes. De plus, il vous est interdit de travailler dans toute institution financière pour une période de 10 ans après votre libération. Le marteau tombe, le son résonnant dans la salle d'audience.
Anna observe les marshals fédéraux s'approcher pour emmener Caroline. Sa sœur la regarde enfin, les yeux grands ouverts d'incrédulité, comme si elle s'attendait toujours à ce qu'Anna intervienne, la sauve, la sœur qu'elle avait sous-estimée pendant 32 ans. Alors que les marshals emmènent Caroline, Anna reste assise, son expression inchangée. Le pouvoir que Caroline exerçait autrefois par son charisme et son arrogance se dissout face à la loi fédérale, systématique, impersonnelle et finale. Pas de la vengeance, pense Anna. De la justice. Je suis assise à mon bureau à l'OCC, traitant les mêmes formulaires de conformité que je gère depuis des années, mais le monde autour de moi a changé. 2 mois après la condamnation de Caroline, mon petit poste sur au gouvernement a pris un nouveau sens. Mon téléphone de bureau sonne. C'est ma mère. Anna, nous avons besoin de ton aide avec ces formulaires des agences de crédit. La voix d'Hélène oscille entre la contrition et l'embarras. Ton père a essayé, mais... Je passerai ce soir, dis-je, d'une voix neutre. Ayez les numéros de compte prêts. Plus tard, chez eux à Arlington, j'étale les formulaires d'alerte à la fraude sur leur table de salle à manger. La même table où, ce vendredi soir-là, Caroline avait fièrement avoué avoir volé mon identité. Le même bois de cerisier poli où elle avait levé son verre de vin dans un toast moqueur à son intelligence. Je travaille méthodiquement, expliquant chaque section avec un professionnalisme détaché. Les lignes de crédit seront supprimées dans 45 à 60 jours, leur dis-je, en montrant le paragraphe pertinent. Les agences de crédit ont confirmé. Ma mère hoche la tête, me jetant des regards furtifs quand elle pense que je ne la regarde pas. Mon père fixe ses mains. Les dommages émotionnels persisteront dans cette maison comme une tache indélébile, mais les dommages financiers, la totalité des 410 000 euros, sont maintenant contenus. Mon téléphone vibre. Un texto de Martha Green. Mon bureau, 9 h demain. Le lendemain matin, je frappe à la porte de la directrice adjointe, précisément à 9 h. Martha désigne la chaise en face de son bureau. Reynolds. Sa salutation habituelle, sèche et directe. Elle fait glisser un dossier vers moi. À l'intérieur se trouve une lettre officielle avec le sceau de l'OCC. Votre gestion de l'affaire Reynolds a été exemplaire. Éthique. Méthodique. Elle tapote la lettre. C'est pourquoi vous avez été sélectionné pour diriger notre nouvelle force opérationnelle nationale antifraude. Je parcours le document, absorbant les implications, enquêtrice principale, portée nationale, coordination interagence. La discrète qui traite des formulaires est maintenant responsable de la lutte contre l'usurpation d'identité financière à travers le pays. Martha, dit-elle, avec ce qui se rapproche le plus d'un sourire que j'ai jamais vu de sa part. Avec effet immédiat. Je hoche la tête. Une fois. Merci, madame. Une semaine plus tard, je reçois une enveloppe de l'avocat de mes parents. À l'intérieur se trouvent les pages de signature de leur fiducie et de leur plan successoral révisé. Caroline a été retirée en tant qu'exécutrice et bénéficiaire. Une clause de non-contestation a été ajoutée. Je signe là où c'est indiqué et je renvoie les documents par la poste, sans commentaire. Ce soir-là, je passe chez eux pour déposer des papiers d'impôt qu'ils avaient demandés. En retournant à ma voiture, mon père me suit dans l'allée. La lumière du Porsche révèle les nouvelles rides sur son visage, l'affaissement de ses épaules. Anna. Il se tient à côté de ma vieille Subaru, les clés cliquetant nerveusement dans sa main. J'attends. Silencieuse. Nous. Sa voix se brise. Il s'éclaircit la gorge et essaie de nouveau, incapable de croiser mon regard. Nous pensions que discrète signifiait faible. Il s'avère que cela signifiait discipliné. Je l'étudie un moment. Pendant 32 ans, j'avais attendu cette validation, qu'il me voit clairement. Maintenant qu'elle est arrivée, je trouve qu'elle ne signifie rien. Je ne réponds pas. Je n'en ai pas besoin. Je me glisse dans ma voiture et je démarre le moteur. La Subaru, 10 ans, payée, fiable, ronronne. Je me fonds dans le trafic du soir, circulant dans les rues calmes d'Alexandria. Les lampadaires captent mon reflet dans le rétroviseur. Je me contente de rester invisible, juste une autre navetteuse rentrant chez elle après un poste sur au gouvernement. Parce que parfois, le geste le plus puissant n'est pas la vengeance, c'est de faire son travail impeccablement. Et parfois, la plus grande liberté ne vient pas du fait d'être vu, mais de ne plus en avoir besoin.